j'avais fait une belle présentation, mais la clé USB a disparu. Donc ça ne sera pas de l'impro non plus, mais il n'y aura pas vraiment de support. Donc pour y remédier de toute façon, je vais faire comme l'an dernier, un webinaire après le séminaire, comme la semaine prochaine ou dans 2 semaines par exemple. Donc un webinaire gratuit qui durera un peu plus de 2 heures. Donc prévoyez le temps, de toute façon ils sont enregistrés, ils sont mis sur le site internet. Mais déjà, je vais vous présenter un peu pourquoi est-ce que je suis là. Donc l'idée de base, c'est que on part d'un constat. Il y a une grosse différence entre les mouvements intraday et les mouvements intra-week. On ne peut absolument pas trader exactement de la même manière un mouvement intraday et un mouvement intra-week. On ne peut absolument pas non plus trader de la même manière un début de mouvement, un milieu ou une fin de mouvement. La difficulté, c'est de savoir ce que c'est qu'un début, un milieu, une fin. Ça, on va essayer de le voir aujourd'hui également. Et donc l'idée en fait c'est d'adapter sa stratégie, d'adapter sa tactique. Donc ça signifie quoi? Ça ne signifie pas de modifier sa manière d'entrer sur le marché. Ça ne change pas en fonction de là où est-ce que l'on entre. Par contre, on va modifier sa manière de positionner un stop loss, de gérer le trade, donc d'utiliser ou non les trading stops, de chercher des points de sortie, de pyramider, etc. etc. Je vais déjà expliquer quelle est la différence fondamentale entre un mouvement intraday et un mouvement intra-week pour que vous compreniez bien la logique qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que nous on réfléchit plutôt comme ça et donc on agit plutôt comme ça. Donc ce qu'il faut comprendre sur les mouvements intraday, c'est que ce sont des mouvements qui sont donc forcément à court terme et qui sont plutôt une réponse à des statistiques, une réponse à des publications économiques, une réponse à des ouvertures de marché. Donc ce sont des traders qui vont anticiper avant la publication de la nouvelle. On peut le remarquer puisque en général avant une news, il y a un range. Un range, c'est pas forcément de l'attente, ça peut être également de l'anticipation. Il y en a qui anticipent la vente, il y en a qui anticipent l'achat, etc., etc. Donc il y a ceux qui anticipent. Ensuite, il y a la publication de la news, donc il y a les entre guillemets retardataires qui vont se positionner à la publication. Et puis ensuite, il va y avoir les premières prises de bénéfices. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mouvements intraday sont créés par des prises de position, des anticipations, de la spéculation, par les traders qui vont ensuite, assez rapidement, prendre leurs bénéfices. Donc un mouvement intraday, quand je dis un mouvement intraday, je parle notamment des tendances qui sont créées en M30, seront toujours plus ou moins courtes. Ça va durer entre 2 et 3 heures. Et ça va être uniquement du fait du comportement, de la réaction de traders face à des publications économiques, des ouvertures de marché, etc. Donc on ne peut pas trader de la même manière à 9h qu'à 11h. Ou si le mouvement démarre à 11h, on ne peut pas trader de la même manière à 11h qu'à 13h, etc., etc. A l'inverse, un mouvement intra-week, il est beaucoup plus basé sur la macroéconomie. Donc la grosse différence, c'est qu'en fait, il faudrait vraiment que vous matérialisez une salle de marché où justement il y a publication du news. Donc ils sont tous sur le feu, ils veulent tous se positionner, ils veulent tous être là au meilleur prix, au meilleur moment, au meilleur endroit. Et puis si ça va dans leur sens, ils vont rapidement quand même prendre leurs bénéfices. Alors peut-être pas intégralement. Il y a également de la construction de positions qui sont beaucoup plus long terme, c'est ça qui crée les tendances intra-week. Donc on a d'abord des acteurs en intraday qui vont prendre une position, prendre les bénéfices, qui vont donc créer une tendance et puis ensuite faire arrêter cette tendance, mais par contre qui vont construire petit à petit, avec l'ensemble de toutes les news qui sont publiées au fil et à mesure des semaines, une tendance intra-week. Donc la tendance intra-week elle est plutôt liée à la macro, la tendance intraday elle est plutôt liée au comportement, à des réactions face à des nouvelles. Donc voilà pour moi les deux principales différences, et en fait ça n'arrête pas de se mettre en pause au bout d'une minute d'une activité. Les deux principales différences entre une tendance intraday et une tendance intra-week. Alors j'avais quand même mon plan que j'ai réussi à sauver. Alors ensuite il faut que je vous explique une notion, c'est la notion du reward ratio. Alors il y a deux grandes manières en fait de trader, de voir en fait le trading et l'utilisation des stop loss et des take profit. Donc il y en a beaucoup, sans doute ici également, qui vont trader avec un lot fixe, c'est-à-dire que vos tailles de position sont toujours identiques. Vous prenez tout le temps 0,1 lot, 0,2 lot, 1 lot, peu importe. Et donc en général, vous avez également un stop loss qui est fixe. Vous décidez de rentrer en mettant un stop loss de 25, de 35, de 40 pips. On ne sait pas forcément d'où ça sort, mais en tout cas, il y en a qui décident de arbitrairement utiliser quelque chose qui ne bouge pas, qui est immuable, alors que les marchés, eux, changent et sont muables. Après, il y a une autre école qui est plutôt l'utilisation de stop loss variables. Donc, selon les configurations, on a un stop loss qui est plus ou moins serré, plus ou moins éloigné. Également, selon les unités de temps, j'entends souvent dire « Ah, mais moi, je ne vais pas trader le journalier parce qu'avec un stop loss qui est tout simplement gigantesque, je vais perdre beaucoup d'argent. » Donc non, il faut qu'on comprenne qu'on peut adapter la taille de sa position en fonction de son stop loss.
si vous avez un stop loss de 20 pips, si vous avez un stop loss de 20 pips et que vous voulez risquer uniquement 100 euros, ben vous pourrez risquer 100 euros. Il suffit de diviser 100 par 20 et de multiplier par le cours de la devise que vous voulez trader et vous obtiendrez la taille de position qu'il faut prendre. Si votre risque est de 40 pips, pareil. Votre risque en stop loss est 40 pips. Votre risque financier il ne va pas bouger, ça sera toujours 100 euros. Sauf que plus votre stop loss sera énorme, plus votre position sera petite. Et donc, ce sera peut-être plus compliqué de gagner beaucoup plus d'argent. Mais en tout cas, vous pouvez donc faire varier la taille de votre stop loss. Ensuite, vous faites varier la taille de votre position pour toujours avoir le même risque. Donc, il y a une notion qu'on appelle le reward ratio, justement, qui est intimement liée au fait d'avoir un stop loss variable, même un stop loss fixe. C'est le rapport qui existe entre la prise de bénéfice, donc le take profit, et le stop loss, donc le risque qui est pris sur la position. Alors là encore, il y a 3 écoles. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est vrai que souvent, on entend dire « Ah oui, si vous êtes un bon trader, il faut faire des ratios supérieurs à 2, pas inférieurs à 1, etc. » Non. En fait, tout se vaut. Ça dépend de la personnalité du trader. Comme vous savez, le trading, c'est quelque chose qui est assez personnel, qui fait appel à la psychologie, donc à la personnalité des gens. Donc il y en a qui arriveront très bien à se démerder avec des ratios inférieurs à 1. Je vais expliquer ce que c'est, le ratio. Quand d'autres, comme moi par exemple, préféreront utiliser des ratios plus importants. Donc le ratio, en fait, c'est le rapport qui existe entre le gain et le risque, donc entre le take profit et le stop loss, entre la prise de bénéfice et la prise de risque. Donc vous avez 3 cas d'école. Soit vous allez chercher beaucoup moins que ce que vous allez risquer. C'est en général pas forcément l'apanage du scalping, hein, mais en général, c'est vrai que c'est une stratégie assez court terme. Donc l'idée, c'est je mets un stop loss de 20, 30, 10 pips et je vais en chercher 5, 10, 15. Donc l'idée, en fait, c'est d'augmenter le taux de réussite. Puisque plus vous augmentez votre stop loss par rapport à votre take profit, et plus vous augmenterez votre taux de réussite. En gros, il faudrait que vous voyez qu'il y a toujours 50% de chance pour que ça monte ou pour que ça descende. La question, c'est quand je mets un stop loss à 20 pips et un take profit à 10 pips, est-ce que c'est mon take profit qui a plus de chances d'être touché ou est-ce que c'est mon stop loss qui a plus de chances d'être touché? Donc, vu qu'il faut 20 pips pour toucher le stop loss et uniquement 10 pour toucher le take profit, effectivement, statistiquement, il y a plus de chances de toucher le take profit que le stop loss. Ce qui va donc artificiellement bomber votre taux de réussite. Bon, après, on n'a pas le temps d'une heure de tout détailler, mais bien évidemment, il y a des situations dans lesquelles vous avez toujours plus de chances de vous faire toucher le stop que le take profit, et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en fonction des endroits où on rentre au sein d'une tendance. Donc voilà, première possibilité, c'est stop loss beaucoup plus petit que le take profit, c'est ce qu'on appelle le reward ratio inférieur à 1. Ensuite, il y a le reward ratio égal à 1, c'est lorsque l'on met un take profit d'exactement la même taille que le stop loss. Donc par exemple, je risque 20 pips, je risque 100 euros, et je vais essayer d'en gagner 20 pips, je vais essayer d'en gagner 100 également. Alors, il y a la troisième possibilité, bien évidemment, donc c'est celle que je préférerais à la limite, mais c'est à nuancer, je vais expliquer après. Ce sont des reward ratios supérieurs à 2. Donc ce qui signifie, en fait, si je risque 20 pips, je vais essayer d'aller en chercher 40 ou beaucoup plus. Donc le problème, c'est que quand on appartient à une école, on est toujours prêcheur en fait, de son école, et c'est vrai qu'on essaie toujours de mettre en avant, oui, mais c'est mieux d'utiliser des reward ratios de 2. Alors le propos aujourd'hui, c'est pas forcément de développer les avantages et les inconvénients de chacune de ces trois écoles, mais au contraire, il faut être plutôt ouvert et se dire, il y a des cas dans lesquels, effectivement, j'ai plus de chances, j'ai plus de probabilité d'atteindre un reward ratio supérieur à 2, c'est-à-dire j'ai plus de chances, en risquant 100 euros, d'en gagner 200. Il y a des cas, par contre, où il ne faut pas que j'en demande trop au marché, il faudra plutôt que je reste humble et me dire, bon, même si je n'aime pas forcément des reward ratios inférieurs à 1, même si je ne suis pas forcément un scalper, entre guillemets, dans l'âme, même si, normalement, je veux toujours gagner le double, le triple de ce que j'ai risqué, il y a des cas où, malheureusement, on ne peut pas demander au marché plus que ce qu'il peut nous offrir. Donc, en fait, certes, il y a 3 écoles différentes, mais on peut trader les 3 en même temps. Et donc, le sujet, en fait, du jour, c'était de voir comment marier ces 3 tactiques, ces 3 stratégies complètement différentes. Donc d'un côté, aller chercher du reward ratio, sous-entendu mettre des stops serrés ou larges, on va voir dans les 2 nuances, et d'aller chercher 2, 3, 4 fois ce que l'on a risqué. Alors ce qui permet de, quand on risque 100 euros, d'en gagner 200-300 derrière, et d'être tranquille pour les 2-3 prochains trades, même si on les perd, c'est pas grave, on a déjà gagné 200-300 euros, donc on peut perdre les 2 prochains trades sans heurter le capital. Après, l'autre possibilité, c'est donc bien évidemment de risquer le même stop loss et le même take profit. Donc, par exemple, avec un stop à 20 pips, c'est un take profit à 20 ou beaucoup plus large. Et la troisième possibilité, donc, c'est de faire bien évidemment l'inverse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces 3 écoles a une courbe de taux de réussite assez précise en fonction de l'endroit du mouvement. Alors, je vais essayer de vous les matérialiser sur Paint.
Alors on va voir après comment détecter le début, le milieu, la fin d'un mouvement. Mais déjà, il faudrait que vous compreniez justement ce que je vais essayer de vous expliquer et de dessiner. Donc, on a deux échelles. L'échelle ici, il faut comprendre que là, c'est le début du mouvement. Là, c'est la fin du mouvement. Alors, quand je dis mouvement, je parle aussi bien du début d'une tendance H4 que du début d'une tendance M30 ou du début d'une tendance M5. Alors, le propos, c'est plus l'intraday, donc ici, il est plutôt question de tendance 30 minutes. Mais après, on va voir des exemples avec le H4, le journalier, etc. pour illustrer un peu tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des trois cas d'école, on va avoir un taux de réussite différent. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de réussite? C'est non pas, si vous rentrez correctement, ça dépend de la sortie. Le taux de réussite ne dépend uniquement que de la sortie. La sortie, c'est soit le stop loss, donc la sortie en perte, soit le take profit, donc la sortie en gain. Donc prenons un exemple vraiment simple pour que tout le monde puisse suivre dès le début. Si je mets un stop loss qui est élevé, par exemple un stop loss de 50 pips et que je trade le 30 minutes, et que je mets des cibles relativement courtes. Par exemple, je vais chercher à gagner 10, 15 ou 20 pips. Mon taux de réussite en fonction du début du mouvement et de la fin du mouvement va être plus ou moins invariable. C'est-à-dire qu'au début de ma tendance, alors après je vais vous montrer ce que c'est qu'un début de tendance, mais je pense qu'ici tout le monde connaît plus ou moins la théorie de dos. Quand je dis début en tendance, c'est pas forcément avec la technique de la théorie de dos. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, il y en a qui détectent les tendances avec des moyennes mobiles, nous c'est avec des bandes de Bollinger, il y a Karen avec les Ishimoku, donc peu importe, le concept de tendance est à entendre large et au sens où vous le définissez. Donc bon, partons sur la théorie de dos parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus universel. Donc quand on casse le dernier creux, quand on casse le dernier plus bas, on entre dans une tendance baissière. Donc pour moi, le début de la tendance, il est ici, et puis pour ceux qui utilisent donc, la théorie de dos, le début d'une tendance est ici. La fin d'une tendance, on ne peut jamais la prévoir, enfin on peut jamais la prédire, on peut la prévoir, c'est-à-dire qu'après on va voir 2-3 faisceaux d'indices pour dire ah bah tiens, peut-être que la tendance là est en train de faiblir, donc peut-être que la tendance va se terminer. Mais quoi qu'il en soit, la fin d'une tendance baissière, c'est lorsque l'on arrête de faire des creux plus bas que les précédents, ou lorsque l'on fait des sommets plus hauts que les précédents. Donc ça, ce sont des sommets, ça, ce sont des creux. Lorsque ma tendance va casser le dernier sommet, ma tendance baissière sera terminée. Donc le début d'un mouvement, on peut le voir en temps réel, la fin d'un mouvement, on peut le voir en temps réel. Le seul inconvénient, c'est que comme on n'anticipe pas le début ou la fin d'une tendance, il y a toujours un certain écart entre la détection du signal et la fin réelle de la tendance, parce que c'est vrai que ce qui serait vraiment cool, c'est d'anticiper à partir d'ici. Mais bon, c'est extrêmement compliqué, un peu hasardeux, mais on verra peut-être deux, trois éléments pour essayer d'anticiper le plus possible. Donc voilà comment comprendre ce graphique. Là, c'est le début d'une tendance, là, c'est la fin d'une tendance. Imaginez-vous que vous soyez en 30 minutes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les tendances intraday, elles naissent du fait du comportement des traders, donc de ceux qui vont spéculer sur des news, sur des ouvertures de marché, peu importe pour les raisons. Donc il y a un acte comportemental des traders, et puis ensuite il y aura des prises de bénéfices par ces traders. Donc un début et une fin, sachant que toutes les prises de bénéfices des traders sont matérialisées par les petites jambes en fait, que vous voyez au sein d'une tendance. Ce qui sépare un creux d'un sommet, c'est une prise de bénéfice. Là, il y a un range, les anticipations, donc il y en a qui vont réussir par chance à se positionner en haut du range, il y en a qui vont se positionner au milieu, il y en a qui vont se positionner à la cassure, mais la première grosse prise de bénéfice, elle est ici. Et puis plus on va prendre de prise de bénéfice dans le mouvement, et moins il y aura de pression vendeuse, et plus il y aura de pression acheteuse, et plus donc forcément le mouvement aura une chance de se retourner. C'est pour ça qu'on ne peut pas trader de la même manière ici et ici. Donc, le début, la fin d'un mouvement. Si j'utilise un stop loss large, quand je dis large, c'est 50 pips. Après, vous allez me dire, ça dépend de la paire, puisque vous savez qu'il y a des paires dont les devises sont assez liées, l'euro, livre, l'USD, yen. Donc la volatilité sur ces paires est beaucoup plus petite, puisque l'élastique est très peu tendu. Et puis il y a des paires qui sont diamétralement opposées, GBPO, EUROD. Et là, on a vraiment de la grosse volatilité. Donc je vais parler en moyenne, c'est vrai qu'un stop loss de 50 pips, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me paraît assez énorme quand on trade le 30 minutes. On essaie plutôt d'avoir des stop loss entre 20, 25, 30 pips. Donc 50, 60 pips, ça commence à être important. Mais au moins, ça permet au mouvement de le laisser respirer. Donc je prends ma position, je mets mon stop loss à 50 ou 60 pips, et donc mon taux de réussite va être élevé parce que, comme on a dit tout à l'heure, la cible que l'on va chercher, c'est de gagner par exemple que 20 pips. Donc j'ai beaucoup plus de probabilité de gagner 20 pips à une entrée en tendance que d'en perdre 60. Donc mon taux de réussite sera au début du mouvement, à peu près ici. Et en fait, mon taux de réussite va être assez stable en fonction du mouvement, puisque plus la tendance chute, et plus je vais continuer à prendre de position à l'intérieur de cette tendance. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre.
L'idée en fait c'est que bon, nous on pyramide beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait on prend une position initiale à l'entrée de la tendance et puis on ne va pas se satisfaire d'un seul trade. Je vois pas l'intérêt de prendre un trade et de laisser filer. Non, on va essayer de travailler une tendance. Donc il y a une réflexion pour se dire ok, mais à l'intérieur de cette tendance, comment est-ce que je dois organiser mon trading? Ou si j'ai loupé mon début de tendance, pareil, comment est-ce que je vais organiser mon trading? Donc première prise de position, entrée en tendance par exemple. Et puis ensuite, pour les fameuses positions pyramidées, donc, on a dit qu'il faudrait essayer de vendre les sommets, donc on va tenter d'essayer de vendre dans ces zones-là. Si, là encore une fois, je vais mettre un stop loss qui est juste énorme, à 60-70 pips, et que je vais chercher un take profit qui est tout petit, à 20, 30 pips ou 10 pips, ben j'ai encore une fois beaucoup plus de chances de gagner. La seule fois où ça sera un peu chaud, c'est à la fin. En fait, à la fin, qu'est-ce qui peut se passer? Soit j'ai vraiment eu de la chance et j'ai atteint mes 10-20 pips avant qu'il y ait le retournement, soit j'ai pas eu de chance et je suis rentré alors que le mouvement allait se retourner dans quelques minutes et du coup, adieu mes pips et puis ben, bonjour le stop loss. Donc là, je vais prendre une perte assez importante puisque j'avais quand même un stop loss de 70 pips. Et donc là, du coup, mon taux de réussite, en fait, il va à peu près être comme ça. Et puis vers la fin du mouvement, il peut un peu chuter, mais ça dépend vraiment des cas. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est pas le taux de réussite, c'est la rentabilité de ce type de stratégie. Parce qu'en fait, dans ce type de stratégie, si on calcule la rentabilité, donc c'est ce qu'on appelle l'espérance de gain. Alors l'espérance de gain, c'est ce que l'on peut attendre en fait du trading que l'on est en train de faire en termes de gain. Hein, c'est un peu comme si on jouait à pile ou face, et que quand vous faites pile, vous gagnez je sais pas, 100 €, quand vous faites face, vous perdez 200 €.